nous allons passer à une autre partie de cet après-midi qui est une table ronde au cours de laquelle on va voir quelles sont les ambitions et les perspectives pour un réseau d'entrepôts de données de santé. Vous l'avez vu dans les présentations qu'il y a eu auparavant, c'est intéressant ces entrepôts de données de santé parce que ça va permettre à la fois cette centralisation de ces immenses bases de données, ça va permettre aux professionnels de santé et aux chercheurs de mieux soigner et puis de lancer aussi de nouvelles recherches. Alors je vais vous présenter les personnes et je vais leur demander de venir au fur et à mesure qui vont participer à cette table ronde. Arnaud Van Est, tout d'abord. Voilà, il va venir à côté de moi. Vous êtes directeur général du CHU de Nancy. Le professeur Johan Fouché, qui va venir à ses côtés, qui est PUPH en biostatistique, responsable de la plateforme de méthodologie, biostatistique et data management au CHU de Poitiers. Samantha Padlou, qui va aller de l'autre côté. Samantha Padlou, qui est directrice de développement et partenariat au groupe Elsan. Voilà, là-bas. Le docteur Anne Buron-Foss, qui est directrice de l'information médicale, prospective, data science au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Et enfin, voilà, on va amener un micro sur l'autre table pour que tout le monde puisse s'exprimer pendant cette table ronde. Et puis le professeur Olivier Saint-Lary, qui est président du Collège national des généralistes enseignants. Voilà, tout le monde ayant pris place, on va commencer avec vous, là, mon voisin, Arnaud Van Est, puisque c'est vrai, les autorités prônent une meilleure santé, une meilleure prise en charge sur l'ensemble du territoire. Finalement, comment les données des EDS peuvent-elles répondre à ces défis, ces enjeux nationaux ? Alors, je vais être rapide sur cette première partie parce que le public est initié. Il y a la première partie qui est déjà de travailler sur la qualification, la structuration de la donnée. C'est ce qu'a expliqué Vianney Jouet. Et peut-être que s'il n'y avait pas cet enjeu des EDS, ce serait chacun des cliniciens sur son segment de recherche qui ferait ce travail-là, mais du coup sans tous ces efforts de standardisation. Et on sait qu'on en a besoin pour améliorer la robustesse de ce qu'on fait. Après, il y a toute la brique des enjeux de santé publique avec tout le panel de la santé publique, toute la partie surveillance. Et grâce aux EDS, on peut espérer qu'on comprenne un peu mieux ce qui nous arrive en termes de santé publique, un peu mieux comprendre qu'est-ce qui nous arrive aux urgences. Et c'est vrai que nous, on subit, entre guillemets, parce que on voit des mouvements, mais par contre, on n'a pas de modélisation de quel va être l'impact, par exemple, du mur du vieillissement démographique sur les différentes pathologies. Et du coup, nous, au côté hospitalier, comment est-ce qu'il faut qu'on s'organise ? Est-ce qu'il faut qu'on développe beaucoup plus toute la partie cardio-métabolique, toute la partie neurodégénérative, les cancers, tout ça, en fait, on est en ajustement incrémentaux semaine après semaine, mais ce serait un peu plus satisfaisant d'avoir une modélisation globale. Et puis après, il y a toujours dans la brique santé publique toute la partie évaluation médicale, en fait, sur laquelle on a beaucoup de progrès à faire, avec le sujet de mieux comprendre les pathologies, exactement ce qu'expliquait le professeur Mallet sur son segment. Et on voit quand on a des EDS, ça permet de fouiller des données et de voir des faits stylisés qu'on n'aurait probablement pas vus si on n'avait pas tout le bac à sable pour y jouer. Voilà, on est surtout sur des énormes bases de données, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est super intéressant aussi pour construire la médecine du 21e siècle, parce que c'est là où, c'est ce que montrent les différents projets de l'AAP Datae. Quand on fait de la recherche avec, par exemple, un peu d'IA prédictive, du coup, vraiment la construction de la médecine prédictive personnalisée, là, il faut un bac à sable qui est super grand, et ça, on ne peut pas le faire juste sur nos données de 1 CHU. Ce ne serait pas robuste, ce n'est pas suffisant pour faire courir ces modèles-là, et donc c'est là où d'avoir des EDS beaucoup plus larges, ça permet vraiment de construire cette médecine du 21e siècle. Moi, je trouve qu'on a là un avantage historique qu'il ne faut pas louper quand on regarde les différents domaines de recherche où il faut être maintenant pour être toujours sur la carte de la recherche médicale dans 10 ans, où on sait qu'on a les thérapies géniques, il y a toute la partie immunothérapie, la génomique. Nous, on a un bol énorme, c'est que sur toute la partie données de santé, qui est à coup sûr un de ces 10-15 champs sur lesquels il faut être, là, pour coup, on a un jardin à la française et on n'a pas tout le coût énorme que peuvent mettre les Américains, la Mayo, etc., pour structurer des données de santé qui sont robustes, bien rangées, un peu consistantes, etc. Là, on a un avantage historique qu'il ne faut pas louper, et du coup, c'est tout l'enjeu du HDH, donc il faut y aller avec beaucoup d'ambition. Alors, Johan Fouché, professeur Fouché, justement, le bac à sable, il est beaucoup plus grand maintenant. Ça veut dire que vous, chercheurs, mais alors vous avez un terrain d'aventure qui s'ouvre et qui est énorme. Oui, effectivement, c'est une sacrée opportunité d'avoir ces EDS et ces projets d'EDS.
En témoigne Rémi Coudroy, là, qui vous a présenté le projet sur le sevrage. Il a très bien expliqué que si on était parti sur une étude monocentrique au CHU de Poitiers, comme ça a été fait historiquement, avec un étudiant, avec plusieurs étudiants qui vont rétrospectivement aller qualifier de la donnée, y passer du temps. Donc on a des jeunes médecins qui passent beaucoup de temps à ça, et puis ils sont peut-être... c'est peut-être pas comme ça qu'on va monter des ambitions de former des jeunes médecins à la recherche, en allant chercher ces données-là et en passant leur temps sur les dossiers médicaux. Et à la fin, avoir une étude hyper importante qui a été publiée, monocentrique, mais sur quelques centaines de patients. L'avantage des EDS, c'est tout de suite de passer à l'échelle. Et puis, comme l'a montré Rémi, nous, on s'est directement positionné à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est tout à fait aligné depuis le début de l'appel à projet. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'études multicentriques. C'est ce que vous avez dit tout de suite. Nous, en épidémiologie, en santé publique, en épidémiologie clinique, on apprend dès le Master 1 à se dire qu'une étude multicentrique est plus représentative et plus robuste qu'une étude monocentrique. Et c'est bien souvent le cas. Et donc, je dirais que l'opportunité de l'EDS, elle est déjà très importante. Et le chaînage des EDS entre eux, comme on fait en Nouvelle-Aquitaine. Mais j'ai l'impression que votre projet sur l'hépatite, c'est un petit peu pareil, puisqu'à l'échelle de la PHP, en fait, vous avez quand même de nombreux établissements. Eh bien, c'est tout de suite la possibilité de faire des études d'ampleur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas perdre, entre guillemets, du temps à chercher des données, puisque ces données, elles vont vous arriver et bien disposées, si j'ose dire. Alors, ça va nous aider. Après, il va quand même falloir, projet par projet, des fois qualifier aussi la donnée. Donc, on a prévu du temps attaché de recherche clinique, mais ça nous simplifie la vie. Ça, c'est clair. Tous les projets, au-delà de celui qu'on porte avec Rémi, on en porte un autre en soins critiques où on va utiliser pour des patients qui sont en soins critiques, qui arrivent malheureusement en état de mort encéphalique à la fin. On va utiliser les entrepôts pour mieux qualifier la qualité de leur greffon. Et on va chaîner les données avec les données de l'ABM pour le suivi des receveurs, ensuite des organes. Et là encore, en fait, on voit que l'intérêt en fait, d'avoir ces EDS multicentriques et chaînés avec d'autres gens à l'extérieur. Tous les projets que nous, on a soumis à appel à projet au CHU de Poitiers, on s'aperçoit qu'on a besoin de l'entrepôt de données de santé, mais on a besoin d'aller au-delà et d'avoir un chaînage soit avec d'autres bases de données, soit une concaténation de patients avec d'autres EDS pour avoir des études de plus grande ampleur. Alors, je vais me tourner 2 secondes vers Samantha Padelou, parce que vous êtes au sein du groupe Elsan en train de créer un EDS qui va collecter les données qui existent et qui sont issues de vos 140 cliniques. À quelle finalité et à quels usages répondent cet EDS qui, je crois, comme ça couvre 140 établissements, ça va à peu près couvrir la carte de France? Oui, c'est à peu près ça. Le groupe Elsan, c'est vraiment énormément de cliniques. Je pense que en termes de finalité, on est assez proche de ce qui a été mentionné, et les cas d'usage qui ont été révélés aujourd'hui sont vraiment le reflet du potentiel sur la dimension recherche. Donc peut-être que je vais un peu moins expliciter cette dimension-là qui a été bien couverte. Et après, il y a d'autres cas d'usage qui ont été un petit peu moins couverts, comme celui du pilotage médico-économique. Il y a énormément d'enjeux en fait, sur la compréhension de ces données pour essayer de mieux comprendre et d'arriver à faire des économies, à se travailler sur les politiques de santé publique, sur la démographie médicale, sur l'accès aux soins, sur les délais. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites sur cette dimension-là, sur lesquelles on a besoin de données massives qui soient vraiment représentatives de ce qu'on fait au quotidien. Nous, on croit beaucoup aussi aux EDS pour améliorer la qualité des soins et pour faire du recueil d'indicateurs de qualité. Aujourd'hui, c'est du recueil qui est fait de manière manuelle. Donc, on voyait tout à l'heure, on a quand même un vrai sujet aujourd'hui dans la démographie de nos personnels de santé. Donc, on a besoin d'alléger le fardeau du recueil des données. Et en même temps, on a tous besoin de données pour pouvoir travailler au quotidien. Donc, un des objectifs aussi de ces entrepôts, c'est de faire du recueil digitalisé de ces indicateurs de qualité des soins pour arriver à focaliser le temps des équipes plutôt sur la mise en œuvre de plans d'action d'amélioration des soins plutôt que juste sur du recueil au quotidien.
Et après, il y a aussi tous les indicateurs qui sont générés dans le cadre des politiques de santé publique ou des politiques de transformation numérique, Ségur, Open. Il y a un certain nombre de programmes aujourd'hui qui sont existants et en fait, on a toujours besoin de données pour pouvoir suivre l'avancement, engager les équipes et aussi pouvoir communiquer et mesurer nos plans d'action. Donc ça, c'est pour nous une grande dimension sur laquelle il faut vraiment investir et travailler. Il y a d'ailleurs certaines entités qui se sont attachées au sujet. La HS a lancé un groupe de travail il n'y a pas longtemps sur ce sujet. La TIH travaille aussi sur ce sujet. Et je pense que ce sera extrêmement prometteur comme cas d'usage. Puisque vous êtes en train de monter l'EDS, à quelles difficultés vous vous heurtez? Alors La liste est longue? La liste est assez longue. Vous voulez pas que je termine sur les cas d'usage? Non, j'en ai déjà trop dit, c'est ça? Non, mais on va en parler après. Mais c'était pour savoir si vous aviez quelques difficultés, parce que ça peut éclairer d'autres personnes qui sont en train d'en monter. Non, il y a beaucoup de difficultés. Monter un EDS, c'est difficile. Je pense que le potentiel est énorme, c'est pour ça qu'on le fait, mais dans la réalité, c'est quand même extrêmement difficile. Et juste pour l'illustrer, quand on voit aujourd'hui le référentiel CNIL, c'est-à-dire peut-être 300 points de conformité, en fait, c'est juste le début pour commencer seulement à charger une donnée. Donc c'est un chemin qui est assez lent et compliqué. Et donc la difficulté, une fois qu'on a mis tout le monde d'accord, une fois qu'on a les moyens, une fois qu'on a les ressources, une fois qu'on a les cas d'usage, je pense que pour moi la plus grande difficulté, c'est tout ce qui va être traitement automatique du langage. On a énormément de données, mais la donnée, elle n'est pas du tout structurée, elle n'est pas du tout prête à l'emploi. Et en fait, il y a un vrai chemin de transformation pour qu'elle soit prête à être utilisée pour la recherche. Donc les EDS font gagner beaucoup de temps, ça permet d'avoir des données massives dans un seul endroit. Ça permet aussi d'avoir des algorithmes de fouille et d'aller beaucoup plus vite. Mais il y a quand même un travail aujourd'hui qui est extrêmement important et on sait que ce sont des données sensibles. Et aujourd'hui, les algorithmes qui existent ont des niveaux de performance qui sont quand même assez hétérogènes. Il faut encore passer beaucoup de temps de manière manuelle pour aller structurer la donnée avant de pouvoir vraiment la mettre dans les mains des chercheurs pour pouvoir réaliser des études. Et en fait, si on n'y arrive pas, on ne réussira pas ce défi finalement de traiter de la donnée massive et d'avoir des énormes cohortes dont on rêve tous pour pouvoir faire des études en vie réelle. Alors, revenez sur ces cas d'usage dont vous vouliez parler. Je pense que l'autre cas d'usage pour nous, c'est d'arriver à identifier des patients qui sont éligibles pour des études cliniques. C'est en particulier vrai pour nous. On a 140 établissements qui sont répartis partout en France et qui sont plutôt des établissements de taille petite ou de taille moyenne. Et donc, arriver à identifier des patients qui sont éligibles, dans le monde d'avant, en fait, c'est contacter parfois 150 médecins pour leur dire, voilà, j'ai telle étude, il y a 50 critères. Combien vous avez de patients? Comment vous pouvez faire cette étude? Grâce à l'entrepôt, on espère vraiment pouvoir accélérer ce temps et identifier très rapidement des médecins qui vont avoir des patients qui correspondent à ces profils particuliers, de pouvoir du coup très rapidement les contacter et leur proposer des listes de patients qui souhaiteront ou non inclure. Et donc l'enjeu, c'est du gain de temps d'un point de vue des médecins, mais c'est aussi du gain de temps pour la recherche et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce que vous avez déjà des demandes d'acteurs de l'innovation pour justement accéder à votre entreprise, à votre entrepôt, pardon? Ça commence. Pour l'instant, je dirais qu'on a beaucoup d'échanges sur comment ça marche les entrepôts, quelles données on a dedans, comment on fait pour y accéder, comment ça va fonctionner, c'est quoi les délais, c'est quoi les coûts. Après, on commence à avoir des discussions un peu plus abouties. On a des études qu'on espère pouvoir bientôt déployer. Et il y a une certaine diversité aujourd'hui de projets sur lesquels on est en train de travailler. Il y a probablement un point, et je pense que c'est important, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui essayent de plateformer en fait les données. Et donc, il y a un peu un enjeu de la plateforme. Donc, souvent, on nous dit, oui, voilà, j'aimerais peut-être telle donnée de tel établissement. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi faire le choix entre est-ce que je continue à extraire des données établissement par établissement ou est-ce que je capitalise sur justement le réseau d'entrepôts qui va exister. Moi, je suis une fervente de ce réseau d'entrepôts. Il faut que les entrepôts puissent à terme communiquer entre eux et se partager des données pour qu'on évite de refaire 10 fois la même chose sur un établissement parce qu'il y a la plateforme de dialyse qui veut récupérer juste la dialyse, la plateforme de cardio qui veut récupérer juste la cardio. Et vraiment, ce réseau d'entrepôts, je pense qu'il sera extrêmement vertueux et ça permettra vraiment de capitaliser sur l'effort de collecte et de structuration des données. Je voudrais me tourner vers votre voisine, Anne Buron-Fosse, puisqu'on va parler maintenant d'un sujet tout à fait d'actualité, puisqu'on va parler d'Europe. Plus exactement, on va parler d'initiatives qui existent à l'échelle européenne, notamment au travers d'un projet qui s'appelle EMC2. C'est un projet d'entrepôt multicentrique au niveau européen de données de santé. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire 2 mots pour démarrer? Oui, ça marche. Oui, donc en fait l'aventure a débuté pendant l'été 2021
puisqu'on a été contacté par le Health Data Hub pour rejoindre un consortium qui était en train de se mettre en place pour répondre à un appel à projet européen lancé par l'Agence européenne du médicament qui souhaitait disposer de données hospitalières individuelles pour asseoir des réflexions autour de la consommation de médicaments et dispositifs médicaux. Et donc un consortium s'est effectivement monté sous l'impulsion du Health Data Hub qui associe 4 acteurs hospitaliers, le CHU de Nancy, les HCL, le centre Léon Bérard et le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, associé à deux équipes expertes. Merci. La plateforme de pharmacoépidémio de Bordeaux et l'Agence du numérique en santé. Voilà la genèse de ce projet. Alors, comment il fonctionne, cet EDS européen ? On est au début de l'aventure. Enfin, un certain nombre déjà d'actions ont été menées qui portent pour l'instant plutôt sur des aspects réglementaires, contractuels. Et on est à l'aune de pouvoir bénéficier de ce bac à sable qui va nous permettre effectivement de lancer un certain nombre de projets. Donc les établissements qui participent à ce consortium vont mettre dans un pot commun, hébergé sur la plateforme du Health Data Hub, un certain nombre d'informations émanant de leur dossier patient informatisé, des données du PMSI, des données de prescription médicamenteuse, des données de consommation de dispositifs médicaux, des éléments autour de la biologie, des examens cliniques, quelques éléments de score de gravité des patients qui seront pris en charge. Et ces données vont bénéficier d'un appariement, donc ces données issues des 4 établissements qui participent à ce consortium, vont bénéficier d'un appariement aux données du SNDS, avec les différentes bases qui ont été évoquées tout à l'heure, évidemment la base PMSI, la base de la mortalité, les consommations de soins de ville, et puis peut-être des éléments autour de la prise en charge des patients handicapés. Pour constituer donc une base principale qui va être notre principal terrain de jeu. Associé à cela, on va, partant de cette base principale, se constituer des bases témoins, c'est-à-dire chaque patient inclus dans cette base principale va se voir apparier 3 autres patients du SNDS qui va nous permettre donc de donner en termes de méthode la possibilité de se livrer à des analyses de type cas témoin. Il y a également des éléments qui vont être développés, qui vont permettre de faire le lien entre des consommations médicamenteuses qui auraient été enregistrées pour des femmes enceintes et l'éventuelle survenue de pathologies chez les enfants qui sont nés de ces femmes. Voilà. Donc on va se livrer à une première consolidation de cette base à la fin de l'année 2024. Et ces bases sont transmises sur une période de 6 ans auprès de l'Agence européenne du médicament sur un rythme annuel. Qu'est-ce que vous attendez comme question spécifique ? Quelles nouvelles questions finalement vont pouvoir avoir des réponses grâce à ce système ? Alors je pense que l'Agence européenne du médicament va pouvoir donc bénéficier d'une base de données qui va lui permettre de monter des systèmes de veille, d'alerte, d'identification de signaux faibles, des schémas de consommation de médicaments. Ça c'est pour le niveau européen. Nous on va bénéficier d'un magnifique bac à sable. Puisqu'on va pouvoir bénéficier d'une base multicentrique appariée aux données du SNDS pour adresser des questions autour de la consommation de médicaments ou des questions autour des dispositifs médicaux, mais pas que, puisque par exemple, on est en train d'imaginer un cas d'usage autour d'un outil d'aide à la décision concernant la prise en charge de patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qui sont évidemment tous très consommateurs de médicaments. Donc ces patients seront probablement disponibles dans la base qui va être constituée et on va être en capacité potentiellement d'asseoir un projet autour d'un outil d'aide à la décision sur la prise en charge de ces patients. Donc ce qui est intéressant, si je comprends bien, c'est qu'on pourrait avoir des alertes quand il y a un problème médicamenteux plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui. Exactement, avec des
c'est vraiment le principe des signaux faibles, avec la possibilité, sur la base de données de vie réelle, de pouvoir mettre en exergue des événements qui n'auraient pas émergé dans le cadre des essais cliniques, évidemment, qui portent sur des populations beaucoup plus restreintes et des populations sélectionnées. Là, on aura une population beaucoup plus large et un nombre de consommations beaucoup plus important également, qui permettra potentiellement d'être en capacité d'identifier qu'il se passe quelque chose beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Alors, on a parlé beaucoup des entrepôts de données de santé hospitaliers, mais la santé, ça commence, si j'ose dire, dans le cabinet du médecin généraliste. Professeur Olivier Saint-Lary, c'est vrai que la médecine de ville, c'est un élément fondamental pour connaître finalement l'histoire médicale du patient avant qu'il arrive à l'hôpital. C'est un complément, en tout cas, très précieux pour les données hospitalières, et c'est justement l'objet d'un projet P4DP que vous portez. Alors, où en êtes-vous dans ce projet ? On en est où ? On avance bien. Un mot pour compléter ce que vous venez de dire sur l'enjeu. Il y a un travail qui a été publié dans le New England Journal of Medicine dès 1960 qui montre que sur une population de 1000 personnes qui sont exposées à un trouble de santé, vous allez en avoir 250 qui vont être amenés à consulter leur généraliste en cas des soins primaires, et pour globalement en avoir à peu près 10 qui vont être amenés à aller à l'hôpital et 1 hospitalisé en CHU. Ça donne un ordre de grandeur de l'écologie des soins, et ce travail a été répliqué dans les années 2000 et répliqué aussi lors de la crise Covid. Et en fait, ces données sont extrêmement stables dans le temps. Et on est vraiment sur quelque chose de plus qui est vraiment étayé et très solide sur le plan scientifique. Et historiquement en France, vous le savez, la recherche s'est construite avec les lois Debré, les CHU, et s'est faite avant tout à l'hôpital. Et c'était un peu le trou dans la raquette des données en ville qui n'étaient pas collectées. Il y avait un parc logiciel extrêmement hétérogène et une difficulté majeure pour récupérer ces données. Et donc, il y a une autre dynamique qui est un peu parallèle à celle-là, qui est la dynamique d'universitarisation de la médecine générale, qui a lancé un mouvement de recherche avec beaucoup de jeunes généralistes universitaires qui ont fait des masters, qui sont intéressés à la recherche et qui se disent qu'il y a besoin de données pour tout ça. Et donc, on a monté un consortium avec un certain nombre de partenaires et où on a essayé de rassembler l'ensemble des forces utiles pour le projet avec un industriel qui s'appelle l'OMIX, c'est Thierry Chambon qui est présent ici pour le représenter, le Health Data Hub qui est présent également ici, deux CHU de Nice et puis de Rouen et puis l'Université de Normandie. Et tout ce petit monde s'est réuni pour montrer le projet P4DP avec 3 cas d'usage dans un premier temps. Alors, je vais faire un copier-coller de votre présentation pour gagner du temps en remplaçant le mot essai dans les cliniques pour les essais cliniques en ville. Donc on a un cas d'usage qui est faciliter le repérage des patients pour les inclure dans des essais cliniques en ville. Un deuxième cas d'usage qui est la veille épidémiologique. Je vous renvoie là aussi à l'exemple du Covid que tout le monde connaît, sur lequel les données hospitalières avaient globalement 15 jours de retard sur ce qui se passait sur les premières contaminations. Et on a travaillé avec Sentinel, qui est extrêmement intéressant, mais qui nécessite un double codage, un codage supplémentaire de la part des médecins, ce qui limite le nombre de médecins qui vont y participer. Et puis SOS, mais qui est vraiment très spécifique sur la permanence des soins